Bonjour, vous m'avez demandé de dire quelques mots des fameux modes quasi-normaux, c'est-à-dire des modes de vibration des trous noirs, parce qu'il y a effectivement une actualité que je vais tenter de décrire. Donc je vous réponds en improvisation complète, de façon aussi simple que possible. Alors d'abord peut-être rappeler ce qu'est un trou noir. Donc un trou noir, c'est une sphère dans laquelle il est possible d'entrer, mais de laquelle il est impossible de s'extraire. Donc les trous noirs sont caractérisés par une surface qu'on appelle horizon, qui est immatérielle. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il est possible sans dommage d'entrer dans un trou noir. Et cet horizon est une sorte de membrane hémiperméable, c'est-à-dire qu'il ne peut être traversé que dans un sens. Alors bien sûr, les trous noirs sont des objets étranges. On sait par exemple qu'ils pourraient servir de machine à voyager dans le futur, puisque le temps est comme infiniment dilaté à l'horizon d'un trou noir. On pense que dans le trou noir, le temps et l'espace se changent l'un dans l'autre. On pense que pour certains trous noirs, il y a une singularité au centre. Bon, tout cela est un peu exotique, mais la bonne nouvelle, en contrepoint de cette étrangeté, qui d'ailleurs est plutôt réjouissante, c'est que les trous noirs semblent bel et bien exister et font maintenant partie du bestiaire de l'astrophysicien. Je dirais même que ce sont des objets relativement banals, vraisemblablement, on peut les compter en centaines de millions, à l'intérieur de notre galaxie, notre petit îlot d'univers. Alors ce qui est intéressant, c'est de les lier à ce phénomène de vibration. Donc vous savez que si je tape sur un morceau de métal, eh bien sûr, ce dernier va se mettre à vibrer et émettre une onde sonore. Alors, si l'onde était parfaitement stationnaire, on parlerait d'un mode normal. C'est ce qui se passe pour un diapason pendant une fraction de seconde. Mais en réalité, l'onde décroît avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'un mode quasi normal. C'est, si vous voulez, une sinusoïde multipliée par une exponentielle décroissante parce qu'il y a de la dissipation. Et on sait tous que le son du diapason, au bout de quelques secondes, n'est effectivement plus audible. Il se passe vraisemblablement la même chose avec les trous noirs. Un trou noir, quand on le distord un peu, va se mettre à vibrer. Il va non seulement vibrer, donc il va osciller, ça c'est quelque chose de magnifique parce qu'un trou noir c'est immatériel, toute la masse est concentrée au centre. Donc le trou noir à proprement parler, c'est quelque chose qui ne représente que l'espace-temps. Donc ce qu'on voit en réalité vibrer, c'est l'espace lui-même. Donc la vibration d'un trou noir, en termes conceptuels, presque philosophiques, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Mais ce n'est pas une vibration constante. C'est là encore une vibration qui va s'atténuer. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de modes normaux, mais de modes quasi-normaux. Alors pourquoi y a-t-il atténuation? Parce que le trou noir va émettre des ondes gravitationnelles et ce faisant, il va perdre de l'énergie. Vous savez, les ondes gravitationnelles, ce sont ces petites vibrations, non pas d'un objet dans l'espace, mais ces petites vibrations de l'espace lui-même. Alors le calcul des modes quasi-normaux des trous noirs est très complexe, extraordinairement intéressant, c'est presque un art à part entière. Depuis des décennies, les physiciens s'intéressent à ce problème. Je ne rentre pas dans les détails techniques, il y a plein de méthodes extrêmement sophistiquées parce que c'est une équation inhabituelle si vous voulez. Comme rien ne peut sortir d'un trou noir, vous cherchez une onde qui est purement entrante à l'horizon, n'est-ce pas? Elle ne peut que rentrer dans le trou noir, mais qui est purement sortante à l'infini, parce qu'il n'y a pas de source infiniment loin du trou noir. Donc cette forme particulière de conditions aux limites est extrêmement étrange, et le problème est compliqué mathématiquement, parce que vous ne cherchez pas à résoudre une équation. Vous cherchez quelles sont les valeurs de la fréquence pour lesquelles il y a une solution à cette équation compte tenu des conditions aux limites qui sont particulièrement inhabituelles. Bon, n'entrons pas dans les détails techniques, on sait le faire, et on caractérise ces modes quasi-normaux par un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est une partie réelle qui rend compte de la fréquence de l'onde, si vous voulez, c'est la tonalité du trou noir, de façon un peu imagée, et puis une partie imaginaire qui correspond à la vitesse à laquelle l'onde va se trouver absorbée, ou plus exactement dispersée, compte tenu des phénomènes dissipatifs. Autrement dit, c'est le temps de relaxation, en quelque sorte, de l'objet considéré. Bon, tout cela est bel et beau, mais ce qui est remarquable, c'est que nous venons de passer de la théorie à l'expérience, puisqu'enfin, ces modes quasi-normaux ont été détectés. Alors, c'est très beau parce qu'il y a relativement peu de temps, l'expérience LIGO, épaulée par Virgo, ont permis de mettre en évidence ces fameuses ondes gravitationnelles, ces petites vibrations intrinsèques de l'espace. On a observé, comme vous le savez, la coalescence, c'est-à-dire la fusion
d'un système binaire de trous noirs, et même d'ailleurs de beaucoup de systèmes binaires depuis la détection initiale, mais on pensait être essentiellement capable de voir la phase où les trous noirs se tournent l'un autour de l'autre, et puis le merging, c'est-à-dire le moment où ils forment un seul trou noir. Mais en fait, le trou noir qui est formé, lorsque les deux trous noirs initiaux viennent de se rencontrer, il a un peu la forme d'un haricot en quelque sorte, ou la forme d'une cacahuète, voyez. Et donc cette cacahuète, elle va relaxer pour devenir un trou noir parfaitement sphérique. Et c'est lors de cette relaxation qu'elle va émettre ces modes quasi-normaux. Et une étude récente, publiée dans Physical Review Letters, donc sérieuse, montre qu'effectivement, on peut observer la présence de plusieurs modes quasi-normaux. Alors pourquoi plusieurs? Parce qu'il y a à la fois le fondamental et les harmoniques, et puis en principe, il y a aussi plusieurs ordres multipolaires qui proviennent des symétries de la sphère. Et donc, ces modes quasi-normaux, on les a récemment identifiés dans les données des ondes gravitationnelles, et donc on voit bien ces modes de relaxation de l'espace-temps. Alors c'est très beau parce que déjà c'est une indication forte de ce qu'il s'agit bien de trous noirs, et non pas d'autre chose. Et puis en plus, ça permet de vérifier ce qu'on appelle le théorème de l'absence de cheveux. Donc je ne suis pas un trou noir, mais plus sérieusement, l'absence de cheveux, c'est une manière imagée de rendre compte du fait qu'un trou noir est entièrement décrit par sa masse et sa vitesse de rotation. Bon, éventuellement sa charge électrique, mais ce n'est pas très important en astrophysique. Et ce théorème de l'absence de cheveux, pourquoi est-ce qu'ici on le vérifie? Eh bien simplement parce qu'on avait calculé la masse et la vitesse de rotation du trou noir formé à partir d'une autre méthode. Et on retrouve bien exactement les mêmes valeurs à partir des modes quasi-normaux. Et donc ça, c'est une indication forte de ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui auraient été omis et qui interviennent dans la description des trous noirs. Et donc ça pointe en direction de cette belle étrangeté un peu paradoxale, si vous voulez, de physique des trous noirs, parce que ce sont des objets qui sont incroyablement simples. Le fait qu'ils n'ont pas de cheveux, si vous voulez, ça signifie qu'en fait, ils ne sont décrits que par un très petit nombre de paramètres. Et pourtant, on sait qu'ils sont très entropiques, c'est-à-dire qu'en réalité, ils masquent une très grande quantité d'informations. Donc ça, c'est un grand paradoxe de physique théorique, mais en même temps, c'est une corroboration, une fois de plus, de l'exactitude, de la précision et de la capacité prédictive de la relativité générale. Donc ça, c'est au niveau expérimental. Mais en contrepoint, il y a beaucoup de progrès théoriques sur les modes quasi-normaux, parce que maintenant, on sait aussi les calculer en gravitation étendue. Moi, je viens avec mes collaborateurs, et en particulier Flora Moulin et Kylian Martineau, de publier un article où nous avons montré que tout un spectre de théories au-delà de la relativité générale pourrait se signer par la présence de modes quasi-normaux un peu modifiés vis-à-vis des prédictions de la relativité générale. Alors pourquoi aller au-delà de la relativité générale d'Einstein qui marche très bien? Il y a beaucoup de motivations. On peut relâcher la contrainte de l'invariance par difféomorphisme, qui est la symétrie fondamentale, on peut ajouter des champs scalaires, on peut ajouter des dimensions supplémentaires, on peut violer le principe d'équivalence, on peut chercher à quantifier la gravité, et tout ça va conduire à des théories effectives de gravitation qui ne sont pas exactement celles d'Einstein, et nous avons montré que ceci pourrait être signé par les modes quasi-normaux. Et en plus, on a aussi montré, dans le sillage d'un très beau travail fait par Carlo Rovelli et Al Agar, que des effets de gravitation quantique cumulatifs pourraient également, c'est avec Jérémy Martinon que nous avons fait ce travail, se signer par un déplacement des modes quasi-normaux. Alors, ceci n'a pas encore été observé. Pour l'instant, ce qu'on a observé, c'est qu'on sait les voir et qu'ils sont en accord avec la relativité. Mais bien sûr, les expériences vont progresser, elles seront de plus en plus fines, et cela va ouvrir une fenêtre pour rechercher de la nouvelle physique, éventuellement sonder d'infimes déviations par rapport à la théorie d'Einstein, et donc peut-être mettre en évidence des effets de gravitation quantique ou de gravitation modifiée. Et ça, c'est exactement notre métier de chercheur, à la fois corroborer les théories paradigmatiques et puis chercher les infimes failles, les petites anomalies qui constitueront des indices pour faire peut-être émerger un nouveau paradigme. Je crois que ces modes de vibration des trous noirs nous réservent de belles surprises et qu'on a là véritablement un sujet d'étude extrêmement passionnant qui a cette caractéristique fondamentale de n'être pas que calculatoire, mais d'entrer dans le champ observationnel et donc de s'enrichir de façon considérable. J'espère que c'était à peu près clair.